face-à-face entre les représentants des principales listes lancées dans cette élection. Aujourd'hui, nous restons en province sud. Le tirage au sort a désigné Joël Casarero de la liste Construire autrement et Philippe Blaise de l'Avenir en confiance. Bonjour à vous. Bonjour. Au cœur de vos deux programmes, l'économie à construire autrement, vous plaidez pour un plan d'urgence. Qu'entendez-vous par là ? Alors, la situation est catastrophique au niveau économique et c'est pour ça qu'on a prévu dès le départ de proposer en fait des mesures d'urgence parce que moi en tant que chef d'entreprise mais avec d'autres collègues qui sont chefs d'entreprise, on n'a aucune visibilité. Le BTP, par exemple, ils ont des carnets de commandes qui sont quasiment vides. Il suffit juste de regarder le journal d'hier pour voir que le directeur de la Caisse des dépôts disait qu'il n'avait aucun projet sur la table à court terme. Et on voit bien aussi les difficultés, les tensions de trésorerie qu'ont le gouvernement. Notamment, vous avez une conséquence assez rapide le mois dernier pour le règlement des factures du CHT, par exemple, du Medipôle, pardon. Et donc, qu'est-ce que vous proposez pour régler cette urgence, pour pallier à cette urgence ? Il y a plusieurs mesures. D'abord, c'est une mesure de réduction de la dépense publique. Il faut stopper un moratoire sur la dette. On a une dette qui est assez importante. Et il faut absolument, pour l'instant, la geler. Geler aussi le recrutement aussi, de la fonction publique. Et puis, relancer l'économie. Il faut absolument qu'on puisse redonner des perspectives, réinjecter de l'argent et redonner du pouvoir d'achat, surtout au niveau des bas salaires. C'est ce qui relance la consommation. Philippe Blaise, ce constat d'urgence, vous le partagez à l'Avenir en confiance. Est-ce que vous partagez aussi les solutions qui viennent d'être proposées ? Alors, pour confirmer ce que dit Joël Casarero, on a perdu depuis avril 2015 1500 emplois dans le secteur privé qu'on a compensé par des créations de postes dans la fonction publique qu'il faut payer. Mais le problème, c'est que quand vous avez une destruction d'emplois dans le privé, l'argent ne rentre plus dans les caisses. En 2015-2014, on avait 185 milliards au total de recettes fiscales. On est tombé à 184 milliards aujourd'hui. On a régressé avec une population qui a augmenté. En même temps, le poids de la dépense publique a explosé de 5% tous les ans. On est passé, je crois, de 14,5 milliards de masse salariale de la seule Nouvelle-Calédonie à 16 milliards. Donc ça, c'est pas tenable. Et il est urgent, effectivement, de relancer la création d'emplois parce que si on ne crée pas d'emplois, il y a des effets dominos, il n'y a pas de cotisation sociale qui rentre dans les caisses de la CAFAT, il n'y a pas d'impôt qui rentre dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. L'impôt sur les sociétés a baissé, l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qu'on propose ? C'est ça votre question. C'est pas compliqué. Il faut faire ce qui s'est passé à Tahiti quand ils ont enlevé Temaru du pouvoir et Mifrich. Il faut rassurer les investisseurs parce que la puissance publique n'a plus de marge de manœuvre. Elle est surendettée, 90% de taux d'endettement. Et comment on les rassure ? Les recettes, vous savez, on n'est pas seul dans le monde. Il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas dans d'autres pays. Aujourd'hui, il faut arrêter ce qu'on a fait depuis 4 ans. On a tout fait à l'envers. On a augmenté la pression fiscale, on a tapé sur les entreprises avec le contrôle des marges, on a empêché les gens de travailler. Aujourd'hui, il faut permettre aux gens de travailler, apporter un pacte de stabilité fiscale. Et puis, il y a une mesure qui est très importante, c'est de redonner envie d'embaucher. Et pour embaucher, il faut baisser les charges patronales qui aujourd'hui sont au niveau de la métropole, donc beaucoup trop élevées. Et vous parliez des cotisations sociales justement qui doivent financer le RUAM. Le RUAM est en crise chronique. Comment vous combinez ça avec justement votre proposition de baisser les charges sociales ? Alors, la TGC, qui est une TVA en fait, elle va augmenter naturellement avec la population et la consommation. Et donc, le surplus de rendement de la TGC, au lieu de le mettre là tout de suite pour combler les trous, il faut investir dans le travail. C'est-à-dire qu'il faut aider les entreprises à baisser leurs charges patronales. Et donc, pour 1 milliard de recettes supplémentaires de la TGC, on va proposer un plan de baisse des charges patronales de 1 milliard, à condition que les entreprises le restituent intégralement sous forme d'augmentation de salaire ou de création de nouveaux postes. Joël Casarero. Alors non, là l'idée c'est vraiment pas de toucher à la TGC, puisqu'en fait on touche au pouvoir d'achat, donc on réduit en fait les revenus en fait des consommateurs et donc de la consommation. L'idée, ce qu'on propose nous, c'est une microtaxe qui est basée sur en fait les flux financiers. Et l'idée, c'est de l'avoir une base très large, c'est 3 000 milliards d'opérations en francs, avec une microtaxe de 0,35, ce qui nous permet de dégager 10 milliards et de le réinjecter justement dans la diminution des charges salariales et patronales, ce qui fait qu'on redonne du pouvoir d'achat grosso modo, aux salariés et on diminue en fait le coût
du travail pour le patronat. Et du coup, cette microtaxe, elle s'applique à qui? Elle s'applique aux plus riches? Elle s'applique aux grosses sociétés? Elle s'applique à l'ensemble des transactions qui se produisent au niveau bancaire. Et vous le disiez, cette microtaxe doit être consacrée au RUAM uniquement. C'est en tout cas ce qu'annonce votre programme. Et un peu plus loin, vous parlez de la baisse du prix des transports. Où est-ce qu'on s'y retrouve? Alors en fait, la baisse du prix des transports en fait peut être compensée par ça en partie, mais surtout pour aller chercher ce qu'on appelle la SEM 500. Vous savez que les SEM utilisent en fait une défiscalisation qui est sanctuarisée à hauteur de 500 millions. Et en fait, sur ces 3 opérateurs qui cherchent en fait de la défiscalisation, ils l'utilisent non pas pour de l'investissement, mais quasiment pour se renflouer. Et c'est de récupérer en fait cette taxe, cette défiscalisation qui redonnerait 1 milliard pour le transport. Philippe Blaise, cette microtaxe sur les flux financiers, c'est quelque chose qui vous paraît réalisable, que l'Avenir en confiance pourrait suivre? Alors, juste une précision. Joël disait qu'on allait augmenter la pression sur les consommateurs. Non, puisqu'on ne touche pas au taux de la TGC. Il s'agit du rendement de la TGC, comme j'expliquais, augmente naturellement, comme tous les impôts, en fonction de la population. La TGC est en place depuis moins d'1 an. Comment on peut vraiment établir que ce rendement sera d'1 milliard et va augmenter? Parce que c'est déjà le cas. Parce qu'on a déjà des informations qui nous montrent qu'en fait la TGC produit plus de rendement que ce qui était prévu. Donc c'est faisable. Mais il ne s'agit pas, et je tiens à être précis pour les gens qui nous écoutent, d'augmenter le taux de la TGC. Il s'agit juste de profiter de ces gains supplémentaires pour les affecter au franc le franc à la baisse des charges patronales. Après, moi, je suis pas là pour porter un jugement sur ce que propose M. Casarero. C'est pas une mesure qui a été proposée dans nos réunions. Toutes les idées sont bonnes à explorer. Simplement, ce que je comprends, c'est que si on taxe les transactions de tout le monde. Donc en fait, c'est pas les banques qui le payent, c'est les gens. Donc c'est pour ça que nous, on privilégie plutôt de travailler sur la piste TGC. Autre piste, autre thème de votre programme, la sécurité, ça ne figure pas dans le programme de construire autrement. Pourquoi ? Alors en fait, elle existe, la sécurité. Ce qu'il y a, c'est qu'on a pas précisément, pas nommément. C'est pas, en tout cas, vous n'avez pas un chapitre sécurité. Non, on c'est pas un argument électoral, si vous voulez en parler. Non, en fait, on l'a mis dans le 3e pilier, qui est la jeunesse, puisque généralement on associe délinquance à jeunesse. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut accompagner la jeunesse pour justement éviter la délinquance. Et c'est dans ce pilier-là qui est développé, avec notamment le service civique, enfin ce qu'on appelle le service pays obligatoire sur 9 mois, qui permet aussi de donner de la cohésion et de remettre dans les règles de vie, le bon sens, les règles de comportement pour les jeunes dans un milieu régulé, on va dire ça comme ça. Les règles de comportement, ce n'est pas le travail des parents ? Bien sûr, l'accompagnement, ça fait partie aussi de notre programme, l'accompagnement des parents, l'encadrement des parents. Il faut aussi savoir que chacun a sa responsabilité. La jeunesse, c'est pas uniquement les enseignants qui doivent assurer l'éducation, c'est en particulier les parents. Bien sûr, c'est les parents, et ça fait partie aussi du programme. Mais sachant que c'est pas une compétence régalienne, on essaye d'agir sur les leviers sur lesquels on peut agir. Voilà. Philippe Blaise, la jeunesse, quelle est sa place dans votre programme ? Si vous me permettez, vous parlez de la sécurité. Je veux bien dire un mot là-dessus, parce que ça, en revanche, c'est un point extrêmement important dans notre programme. Et c'est moi qui en parle assez régulièrement. La sécurité aujourd'hui, c'est un problème majeur dans la vie des Calédoniens. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de cambriolages. On a 5 véhicules volés par jour, 1500 véhicules, c'est des milliards qui partent en fumée. Et on sait où ça va, c'est Canalatio. Donc nous, on constate qu'il y a eu une sorte de politique de l'autruche, de déni depuis la dernière mandature. Et il faut mettre un terme à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les élus qui sortiront des urnes demain envoie un message très clair à l'État qui a les moyens. Nous voulons une action forte de l'État. Et pour ça, nous faisons plusieurs propositions. D'abord, il faut mettre des barrages filtrants sur les axes où repartent ces gens qui volent des véhicules pour mettre un terme à ces actions-là. Il faut sortir les mineurs de la rue, ceux qui vagabondent. Donc il faut un couvre-feu. Et lorsque les parents ne sont pas responsables, il faut taper là où ça fait mal, c'est-à-dire sur les allocations familiales. Il faut responsabiliser les parents. Sur les têtes dures, ceux qui ne comprennent pas les messages, on a besoin de ce centre éducatif fermé. Je ne comprends pas que le gouvernement de Calignon Ensemble FNKS ait enlevé ce budget du dernier budget primitif 2019. Et puis, il faut aussi qu'il n'y ait plus d'impunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes mineurs vont devant les juges et puis ils sortent en rigolant parce qu'ils ont des rappels à la loi. C'est pas possible. Donc nous, on proposera un système généralisé de TIG, de convention avec la justice, de façon à ce que
toute infraction soit assortie d'une peine réparatrice. Et cette peine réparatrice, ces peines alternatives, c'est des choses dont vous avez déjà discuté, vous êtes déjà en relation avec l'État pour mettre ça en place, parce que ça dépend de l'État, la justice c'est une compétence de l'État. La justice doit rester une compétence de l'État avec des juges qui sont indépendants, parce que si ça nous protège de nous-mêmes, si vous me permettez. Mais on peut très bien avoir des conventions, nous les collectivités, avec la justice, d'autant que nous sommes compétents en matière de prévention de la délinquance des mineurs, c'est une compétence Nouvelle-Calédonie, et il y a des choses très intéressantes, par exemple le reboisement, le nettoyage des mangroves. Il y a des chantiers verts qu'on peut mettre en place et qui peuvent servir à porter ces peines réparatrices. Et sur la jeunesse, justement, on y revient. La jeunesse, effectivement, on peut pas gérer la délinquance qu'avec de la répression. Il faut un vaste programme de prévention et il faut que plus aucun enfant ne soit laissé sur le bord de la route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces jeunes qui tombent dans la délinquance sont des jeunes, souvent le père est absent, la mère est au bingo. Moi, j'ai rencontré des gens de l'UGPE qui font un travail formidable au village de Magenta pour essayer de sauver ces enfants de la délinquance. Ces associations, elles ont besoin de moyens. Et il faut prendre exemple sur ce qui marche. Les associations culturelles wallisiennes, par exemple, encadrent très bien leur jeunesse avec des chants, avec de la danse, avec la culture. C'est ça qu'on doit travailler. C'est pour ça que nous sommes très fans du fameux professeur Milkman qui a passé une convention avec la ville de Dimbéa et qui propose ce genre de programme qui est destiné à détourner les enfants de la délinquance pour leur donner des activités constructives. Joël Casarero, pour revenir sur la sécurité, vous aussi. Oui, c'est ça, c'est exactement. L'objectif, c'est de travailler avec les associations qui sont compétentes, avec aussi les associations qui encadrent les jeunes, mais qui les accompagnent et qui accompagnent aussi les parents. Il faut aussi, là-dessus, travailler avec les experts métiers. Vous avez parlé de M. Milkman, mais il y en a d'autres. Et là-dessus, il faut effectivement, ça fait partie du pilier jeunesse, l'accompagner, l'encadrer, lui proposer aussi comment on peut l'inscrire, le jeune, dans la société et aussi l'accompagner au niveau de l'emploi. Là, il n'est pas normal que des gens soient diplômés et ne trouvent pas d'emploi, les Calédoniens, à l'intérieur des postes qu'on peut leur offrir au niveau de l'administration et aussi au niveau du privé. Justement, dans votre programme, il y a orienté les étudiants vers des métiers utiles au pays grâce à des mesures incitatives. Quelles seraient ces mesures incitatives ? Au niveau aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas de GPEC. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'avoir une adéquation entre les propositions des jeunes qu'on accompagne et les métiers qui existent. Aujourd'hui, on produit, entre guillemets, des cours, donc les gens font des cursus, mais on ne voit pas à quoi ça sert. L'idée, c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'on peut avoir des métiers qui sont des préparations à des métiers pour pouvoir intégrer du travail, plutôt qu'un emploi, du travail, et pousser les jeunes à créer leur travail plutôt qu'aller chercher un emploi. Là aussi, l'incitation, elle est là-dessus. C'est-à-dire que les jeunes doivent créer leur emploi. Un thème que vous n'abordez pas dans votre programme, c'est l'avenir institutionnel. Pourquoi ? Parce que on a rêvé ça fait 20 ans qu'on nous parle d'un avenir institutionnel et que les problèmes sont devant nous. Les problèmes sont encore là. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur des idéologies et pas sur du pragmatisme. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des réponses concrètes à très court terme. Comment on vit ensemble ? Qu'est-ce que c'est que notre économie ? Est-ce qu'elle est durable ? Voilà. Donc c'est des questions d'abord, avant de dire comment on va y aller, il faut dire qu'est-ce qu'on met dedans dans notre projet. Et c'est ce projet de société qui est plus important que le véhicule juridique dans lequel on sera. Philippe Blaise ? Mais je crois que la question institutionnelle, elle est essentielle pour une raison simple, c'est qu'il existe en Calédonie le FLNKS qui est un projet très clair. Et nous, on a eu à cœur de le dénoncer pendant la campagne du référendum. Le projet institutionnel du FLNKS qu'ils ont publié pendant la campagne du référendum, il dit que demain, le président de Kanaki sera élu par un collège qui est biaisé ethniquement et donc il ne pourra être issu que d'une communauté. Et ce collège pourra changer la Constitution, donc remettre en question la propriété privée, les droits sociaux des autres ethnies. Donc il faut se positionner par rapport à ça. Et nous, clairement, nous disons à tous les jeunes qui nous écoutent, le 12 mai, avec un seul bulletin de vote, un seul tour, vous élisez la province, le Congrès et la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les gens qui vont décider du quotidien, la politique économique, la relance de l'emploi, mais également du modèle de société qu'on veut demain. Est-ce qu'on veut une société, comme nous le souhaitons nous, à l'avenir en confiance, dans la République française, où tout le monde est égal en dignité et en droit, et nous voulons réouvrir le corps électoral, ou est-ce que nous allons vers le projet du FNKS, qui est un projet de société de type fidjien, un projet qui est ethnique. Clairement, moi, je me positionne contre, et je considère que c'est un combat majeur de l'avenir de notre jeunesse. Un dernier mot, Joël Casarero, quel rôle comptez-vous jouer si vous obtenez des sièges à la province ou au Congrès ? Défendre l'intérêt des Calédoniens. Et comment comptez-vous peser si jamais vous faites partie des petits de ces assemblées ? De toute manière, notre objectif, c'est vraiment de servir l'intérêt du pays, quoi qu'il arrive.
Voilà, essayer de voir à court terme comment est-ce qu'on peut mettre l'économie en place et défendre les 3 piliers qui sont la jeunesse pour nous, l'économie durable et solidaire et l'éthique en politique. Ça, c'est très important, on n'en a pas parlé. Joël Casarero, Philippe Blaise, merci d'avoir été nos invités ce matin. Merci. Merci. Le face-à-face.